Bonjour à tous. Alors je vais vous présenter un événement qui a lieu très régulièrement au niveau du projet QuantumGIS qu'on appelle les Hackfest. Alors c'est pas propre à QuantumGIS, hein, c'est propre à tous les logiciels, à tous les projets communautaires. L'idée c'est de réunir en fait des développeurs au sein d'une même localisation pour pouvoir travailler ensemble. Alors au niveau de ma présentation, je vais déjà un peu expliquer ce que c'est qu'un Hackfest en tant que tel. Je vais vous expliquer un peu par rapport à QuantumGIS combien ont été réalisés, qu'est-ce qu'on y a fait, qu'est-ce qu'on y fait, comment ça fonctionne. Et puis je montrerai très rapidement une présentation d'un cas, celui de Camp2Camp, pour lequel nous avons participé lors du Hackfest. Alors qu'est-ce que c'est qu'un Hackfest? Alors ça vient du terme hack plus marathon. Il y a plusieurs manières de parler de Hackfest. On parle aussi de rencontre développeurs en français pour éviter de faire peur, parce que le terme de hacker, généralement, dans la presse et chez certaines personnes, ça veut dire personne qui craque les logiciels. C'est pas du tout ça. Un hacker, c'est quelqu'un qui développe des logiciels. Donc un Hackfest, c'est un festival de développement, c'est un festival de développeurs. Les développeurs se rencontrent pendant quelques jours, se réunissent, collaborent, travaillent ensemble, échangent autour d'un ou plusieurs projets open source. Donc en l'occurrence, pour QuantumGIS, c'est un projet open source qui est celui de QuantumGIS. Donc là, la photo, c'est le dernier Hackfest qui a eu lieu. C'était le dernier jour, hein, donc généralement, c'est un petit peu plus confortable que ce que vous pouvez voir là. Donc au niveau du Hackfest, en fait, il n'y a pas qu'une seule société, il y a plusieurs sociétés, donc il n'y avait pas que Camp2Camp. Il y en avait plusieurs autres que françaises, notamment Auslandia. Trois-Lys, qui est aussi sponsor, a participé à Hackfest au Hackfest précédent, celui de Lyon, si je vais bonne mémoire. Donc voici quelques photos de l'événement également, où vous voyez qu'en fait ça chauffe, ça travaille. Et puis il y a également, alors j'ai pas osé le mettre, mais il y a aussi des à côté un peu plus sympathiques. Hein. C'est pas que travailler à longueur de journée. Les journées sont longues, hein, elles commencent à 9 h, elles finissent généralement autour de 8 h, voire peut-être plus tard pour certains développeurs motivés. Mais il y a toujours un petit peu des à côté aussi où on peut vraiment prendre connaissance, échanger avec les autres développeurs. Donc c'est vraiment un moment d'échange, c'est un moment pour discuter, c'est un moment pour travailler ensemble. C'est pas toujours l'objectif, c'est pas toujours de d'écrire beaucoup de lignes de code en fait. Même si je vais vous le montrer très rapidement, on a toujours un pic en fait au niveau des évolutions, au niveau des contributions, mais l'objectif c'est surtout de pouvoir discuter. Donc les différents Hackfest qui ont lieu autour de QuantumGIS sont principalement situés en Europe, d'abord parce qu'il y a beaucoup de sociétés européennes qui contribuent à QuantumGIS, mais également, je pense aussi, c'est parce qu'il y a une très bonne dynamique en Europe. Donc il y a des demandes aussi pour réaliser des Hackfest aux États-Unis, mais pour le moment, si vous regardez, en fait, c'est principalement européen. Donc le dernier était à Brighton, en Angleterre. Il y en a à peu près 2 par an. Donc en 2013, on a eu également Valmiera, et puis en 2012, la rencontre open source, la rencontre francophone de l'OSGeo en a organisé un à Lyon. Donc le nombre de développeurs, si on regarde un petit peu, indique clairement une augmentation du succès. Le premier Hackfest en 2009 a réuni une dizaine de personnes. Le dernier en a réuni quasiment 4 fois plus, 45 personnes. C'est un chiffre un petit peu, pas forcément pertinent, 45. Le Hackfest de QuantumGIS en fait, a été rapproché d'une autre conférence internationale, ce qui a permis de gagner en dynamique et d'avoir beaucoup plus de personnes. Mais on voit que la tendance générale est quand même à l'augmentation du nombre de développeurs et à une dynamique qui permet justement d'améliorer de plus en plus QuantumGIS. Voilà, la version française du Hackfest a eu lieu donc au premier semestre 2012. Et donc on a réuni une trentaine de personnes, donc ce qui est la deuxième rencontre la plus populaire, je dirais, au niveau des développeurs. Au niveau des travaux qui ont été réalisés, en fait, si on regarde un petit peu le nombre de commits qui ont été faits ou le nombre de modifications et de suppressions du code, des lignes de code, on se rend compte qu'en fait, dès qu'on recherche un petit peu les dates, la plupart du temps, ça tourne autour des Hackfest. Donc on a celui de Lyon en 2012, mais en avril 2012, on a Essen, on le voit assez finement. Valmiera, QuantumGIS 2, en fait, c'est pas un Hackfest, mais c'était un gros travail qui a été effectué. C'était grosso modo au mois de juin, juillet. Bon, ça s'est un petit peu étalé, hein, il y a eu plusieurs pics. Et puis après, il y a eu Brighton qui a été le Hackfest post-QuantumGIS 2.
et qui donc a eu moins de modifications parce que toutes les grosses modifications pour QuantumJIS 2 ont été apportées juste avant. De mémoire, QuantumJIS 2 est sorti plus ou moins autour du Hackfest de Brighton, il me semble. Alors je me souviens plus des dates exactes du Brighton, mais c'était quelque chose comme ça, ouais. Il me semble que c'était pas loin. Voilà. Et puis après on a un creux encore, très souvent on a des creux. Alors au niveau de Brighton c'est beaucoup plus visible, tout simplement parce qu'après il y a eu encore la conférence internationale dans la foulée. Beaucoup de développeurs de QuantumJIS y sont allés également, ce qui fait qu'on a toujours un petit creux. Donc si on regarde d'une manière un petit peu plus précise les évolutions, les zones en gris c'est les zones de déplacement, donc en fait on a une diminution des travaux, forcément puisque les développeurs sont en déplacement. Certains continuent à travailler pendant les déplacements, mais en fait, on voit que ça chauffe pendant la semaine du Hackfest et le point culminant est le dimanche, le dernier jour. Et puis là, on a une explosion du nombre de commits. Et puis après, ça redescend tout doucement. Le lundi qui suit était séparé en deux. En fait, le matin, c'était encore du Hackfest, mais plus léger, avec moins de monde. Et puis après, l'après-midi, un groupe d'une dizaine de personnes sont montés à Nottingham pour la rencontre internationale. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas un creux très prononcé. En fait, ça diminue petit à petit. Voilà, donc le Hackfest a eu lieu du 12 au 15 septembre, donc juste avant la semaine précédente de la sortie officielle de QuantumJIS 2. Elle a été, à mon avis, préparée un petit peu en amont du Hackfest. Elle a été très probablement finalisée pour quelques dernières petites fonctionnalités, dernières préparations pendant le Hackfest. Mais le gros travail lors du Hackfest, c'était de penser, de réfléchir à l'après QuantumJIS 2. La plupart des travaux ont déjà été committés, testés avant le Hackfest. Donc pendant ce Hackfest-là, le travail, ça a été plutôt de penser au futur. Alors, le nombre de sujets d'études que j'ai présenté ici, elle n'est pas exhaustif. C'est assez difficile, hein. Il y avait 46 personnes, il faudrait discuter avec les 46 personnes et prendre des notes tout le long de ces 4 jours. Donc grosso modo, ce qui en est ressorti, c'est la partie 3D, c'est la partie mobile, c'est la partie serveur QuantumJIS, c'est la documentation et le site web. Pour ceux qui ont suivi QuantumJIS déjà depuis un an, vous avez peut-être vu que lors de la sortie de la version 2 de QuantumJIS, la documentation et le site web ont été complètement rénovés, donc il y a eu pas mal de travaux là-dessus. Encore pendant la semaine du Hackfest, où il y a eu beaucoup de travaux pour finaliser ça, pour corriger les derniers petits bugs, mettre en forme les dernières informations. Voilà, il y a eu des travaux aussi sur les plugins en Python, etc., etc., etc. Voilà. Pour la partie 3D et pour la partie serveur, donc c'est les deux présentations qui suivent, faites par 3LIS pour QuantumJIS Server et 3D, ça sera donc Vincent Picavet d'Oslandia. Moi, je vais vous parler d'un cas d'exemple sur lequel on a travaillé pendant ce Hackfest et qui a touché principalement le serveur de QuantumJIS. La problématique, le contexte est le suivant. Camp2Camp a développé un portail cartographique open source dont l'objectif était de pouvoir vraiment de haute performance, donc qui pouvait, j'ai le terme qui me manque, en tout cas recevoir beaucoup d'utilisateurs sans avoir des pertes de performance. C'était aussi de réfléchir sur l'interface du site web pour que ce soit ergonomique, pour que l'utilisateur puisse avoir envie d'utiliser l'application, mais aussi de regarder les couches les données qui sont diffusées en termes via ce portail cartographique. Et donc au final, c'est aussi une forte utilisation des standards OGC dans la mesure du possible. Donc qui dit standard OGC dit interopérabilité et dit potentiellement changeons de serveur cartographique de l'autre côté. Donc l'idée c'était d'aller au-delà de l'aspect purement map server et de voir si on pouvait utiliser autre chose que map server. Donc au niveau des technologies, on a map server, c'est assez classique. Map server, Pyramid Papyrus, c'est un peu moins classique. PostGIS, là encore, ça reste du classique. OpenLayer, GeoExt et XJS pour le côté client. Donc ça, c'est des technologies qui sont utilisées au sein de l'application et qui sont classiques. C'est un projet open source, le projet est public, donc je vous ai mis l'adresse si vous avez envie de tester, de voir un peu ce qu'il y a dedans, ben, je vous invite à regarder. La problématique était la suivante, elle était en 2 points. Le premier, c'est que certains de nos clients préféraient avoir une interface graphique pour pouvoir configurer leur serveur. Map server, pour certains, ça leur pose problème dans la mesure où il faut éditer un fichier texte. Alors, pour certaines personnes, il n'y a aucun souci, pour moi, il n'y a aucun souci. Pour d'autres clients qui ont une vision plus métier, des compétences plus métier, ça leur pose problème. Et ils désiraient avoir une interface graphique pour éditer, pour configurer le serveur cartographique. Pour d'autres clients, c'était plutôt une idée de fluidité, de cohérence en fait au niveau de leur utilisation de QuantumJIS. Ils utilisent QuantumJIS pour leur SIG et donc l'idée c'est d'avoir un flux un peu continu. Si on travaille avec QuantumJIS pour la partie bureautique, pourquoi ne pas continuer avec QuantumJIS pour la partie serveur? Donc on avait cette problématique là.
des clients qui avaient un besoin d'utiliser QuantumGIS, qui nous poussaient un petit peu à utiliser QuantumGIS. De l'autre, un portail cartographique qu'ils utilisaient, qui n'était pas forcément prêt pour utiliser du QuantumGIS, qui a été développé et qui continue à être développé autour de MapServer. Et donc l'idée, c'était qu'est-ce qui manque à QuantumGIS, qu'est-ce qui manque à notre application pour que ça fonctionne correctement. Donc, on a fait une étude des manques au niveau de QuantumGIS. Donc, on s'est aperçu que le plus gros problème, c'était au niveau de la gestion, au niveau du service WMS du GetFeatureInfo. Le GetFeatureInfo, c'est quand on clique sur la carte, on récupère une information. Donc, cette information, elle peut être envoyée au format texte brut, en format XML. Ça, c'était géré par QuantumGIS. Sauf que nous, ça nous posait problème parce qu'au niveau du code JavaScript, on devait parser et on voulait faire quelque chose qui soit similaire, en fait, avec MapServer. Sauf que l'XML, c'est très large, c'est très... comment dire, c'est très malléable, en fait, on va dire. Et donc, du coup, on n'avait pas une similarité, on n'avait pas une bonne interopérabilité entre ce que renvoyait MapServer et ce que renvoyait QuantumGIS. Donc, on a rajouté le dernier format qui manquait au niveau de l'export en GetFeatureInfo, c'était le format GML. Et donc, du coup, on avait une similarité entre les deux. Donc, en fait, avec MapServer et QuantumGIS, quand on fait un GetFeatureInfo, maintenant, on peut obtenir exactement la même chose. Et donc, en termes d'interopérabilité, en termes de gestion applicative, c'est vraiment positif. Ensuite, on avait une gestion d'un paramètre qui s'appelle le paramètre rule, qui était utilisé dans les requêtes de type getLegendGraphic, qui est un apport du standard SLD au standard WMS et qui permet de récupérer une image de la légende. Donc par défaut, en fait, on va obtenir les différentes classes de la couche qu'on interroge, mais avec le paramètre rule, en fait, on va pouvoir obtenir que l'icône de la classe désirée. Donc je vous montrerai un peu graphiquement ce que ça donne. Enfin, parmi les grosses modifications, on avait besoin de corriger en fait la manière dont les get capabilities, donc ce que renvoient les informations que renvoient les services WMS vers la partie client de l'application, pour la gestion des niveaux d'échelle. C'est-à-dire qu'on peut afficher une carte à partir d'un certain niveau d'échelle et la cacher lorsqu'on passe au-delà. Le problème, c'est qu'en toute logique, en fait, on a un mode de fonctionnement qui est totalement différent entre la version 1.1 et la version 1.3 des services WMS. Donc pour faire simple, dans la version 1.3, en toute logique, l'information qui est stockée pour la gestion des niveaux d'échelle, c'est une échelle. Donc ça vous paraît tout à fait logique, sauf que si on regarde la version 1.1, ce n'est pas une échelle qui est stockée, c'est une résolution. Et donc du coup, il y avait là, à ce niveau-là, il y avait un bug dans QuantumGIS Server. Quand il renvoyait le getCapabilities pour la version 1.1.1, c'était une échelle, alors que le standard dit clairement qu'il faut mettre une résolution. Alors ce passage entre l'échelle et la résolution, elle est logique, elle est mathématique, en soi c'est pas compliqué, sauf qu'en fait la résolution elle est liée en fait à la résolution de l'écran, enfin il y a pas mal de conséquences, d'incidences à ce niveau-là, et donc la difficulté c'était de pouvoir retravailler au sein du code de QuantumGIS pour récupérer la bonne résolution pour l'afficher dans le getCapabilities. Et enfin, là c'était juste pour le fun, j'ai envie de dire. MapServer, pour le configurer, en fait, on a la possibilité de créer une variable d'environnement pour définir le fichier de configuration. Et donc, QuantumGIS, en fait, c'était un petit peu plus lourd dans la mesure où c'était dans l'URL, on met le map égal, et puis après, on met le chemin vers le fichier QuantumGIS qui est utilisé pour la configuration du serveur. Alors là, ça nous posait problème, plus par facilité, puisqu'en fait, on n'utilisait pas ce système-là dans MapServer. Et donc, en fait, on a rajouté une variable d'environnement qui s'appelle QGIS Project File et qui permet de définir au niveau du système le fichier de projet de QuantumGIS qu'on utilisera. Voilà, c'est juste une question de facilité, d'avoir quelque chose qui soit homogène en fait entre MapServer et QuantumGIS. Et quand on passe de l'un à l'autre avec l'application, du coup, on a juste une variable à changer. Donc en fait, la résolution proprement dite, au-delà de l'aspect, on va lister les manques. Donc ça a été fait la première journée de travail entre le développeur et moi. Après, on a discuté avec les personnes qui travaillaient autour de QuantumGIS Server. On leur a fait des propositions. Et donc après, il fallait mettre en place le code, faire les propositions de patch, éventuellement faire quelques itérations au niveau du développeur s'il y avait des choses que lui préférait qu'on revoie. En fait, il y a souvent plusieurs manières de faire les choses. Donc les développeurs se mettent d'accord sur un bon résultat. Donc au final, tout a été remonté au niveau du code de QuantumGIS. Ce n'est pas dans la version 2.0 pour le moment, c'est dans la prochaine version qui va sortir, donc la 2.2, qui devrait sortir normalement janvier ou février. Ouais, janvier ou février. Donc là, pour vous montrer un petit peu les possibilités, ce que ça donne. Clac. Donc là, en fait, on a juste un fond OpenStreetMap, on a l'application. Donc la largeur de l'écran est un petit peu plus petite.
Du coup, on est un petit peu compressé. Donc en fait, on a une gestion des thèmes, donc on peut directement récupérer des informations. Et normalement, lorsqu'on clique, hop. Alors je ne sais pas si cette couche n'est peut-être pas interrogeable. Voilà, donc là, on obtient les informations. Donc en fait, ce qu'on n'obtenait pas avant la version précédente de QuantumJIS, on avait un petit problème. Donc là, en fait, cette information, on la récupère au format GML et ça nous permet de le parser. Donc côté géoportail, on a encore des petits soucis, comme vous pouvez le voir ici. Hein, on a une jolie petite... alors c'est pas vraiment un message d'erreur, hein, c'est plus une information qui manque. Mais ça, c'est juste une modification à apporter côté client qui a déjà été apportée en fait. C'est juste que ma démonstration, elle date de la version précédente du géoportail, Mapfish. La dernière version, elle est sortie cette semaine. Donc j'ai pas eu le temps de mettre à jour. C'est pour ça. Mais là, les évolutions ont été apportées au code. La partie rule au niveau du get legend graphique, ça permet de récupérer uniquement l'icône de la représentation de la couche. Donc ça évite d'avoir une légende qui ne contient en fait qu'une seule information. Ici, au niveau graphique, au niveau ergonomie, c'est pas très utile. Donc l'idée, c'est de pouvoir remonter cette classe directement au niveau de l'icône, et du coup, on n'a pas besoin d'avoir ici un espace dédié pour juste afficher la légende. Voilà, après la partie variable d'environnement, c'est pas trop visible, mais bon, voilà, vous pouvez me faire confiance. On définit une variable d'environnement pour pouvoir utiliser QuantumJIS. Et donc là, maintenant, si je le désire, en fait, juste avec un redéploiement de l'application, je peux passer de MapServer à QuantumJIS sans que cela me pose aucun souci au niveau de l'interopérabilité, au niveau de la représentation que je vais avoir au niveau de QuantumJIS. Voilà, toutes les fonctionnalités sont identiques.